all on me. I'm about you a train. Whoa. I'ma take it home. Let the bar with her. Soyons clairs sur une chose, T-Pain n'a pas accidentellement changé la musique. Il a traqué le son qui allait le faire. Avant les hits, avant les polémiques, avant l'humiliation publique, il y avait un enfant à Tallahassee qui avait compris une vérité brutale. S'il faisait comme tout le monde, il disparaîtrait. Et autour de lui, tout le monde rappait, des groupes locaux, des mixtapes locales, du bruit local. Lui produisait déjà depuis l'âge de 10 ans, pas juste pour essayer, il construisait, il apprenait les logiciels, la structure, comment façonner un morceau, mais il voyait les choses clairement. S'il restait un rappeur de plus dans une ville remplie de rappeurs, il serait noyé dans la masse. Alors il a changé de direction, il a décidé de chanter, et puis il y a eu ce moment qui a tout déclenché, presque en silence. Il a entendu un remix de Darkchild du titre If You Had My Love de Jennifer Lopez. Pendant à peine 2 secondes, sa voix a pris une texture futuriste, légèrement métallique, propre, contrôlé. Ce n'était pas cassé, c'était intentionnel. Il ne savait pas comment ça s'appelait, mais il savait qu'il le voulait. Pendant 1 an et demi, il a cherché ce son sans connaître le nom de l'outil, de studio en studio, en posant des questions aux ingénieurs qui devaient parfois sembler absurdes. Ça, ce n'est pas l'état d'esprit d'un opportuniste, c'est de l'obsession. Quand il a finalement découvert l'autotune, il ne l'a pas utilisé comme une simple correction vocale. Il l'a traité comme un instrument, comme quelque chose autour duquel on construit, puis I'm Sprung est sorti et l'industrie a reculé. Les fans vibraient, les clubs passaient le morceau, mais en coulisses, le discours était tout autre. Il ne sait pas vraiment chanter, il triche, il détruit la musique pour les vrais chanteurs. Le récit a commencé très tôt, il cachait une faiblesse, l'ironie. Des années plus tard, lorsqu'il est apparu dans The Masked Singer et a tout dépouillé, le monde a entendu sa vraie voix. Forte, contrôlée, émotionnelle, il savait chanter depuis toujours. Mais la perception se propage plus vite que les faits. Son premier album, Rappa Ternsanga, a été perçu par certains critiques comme une curiosité, quelque chose de sympa mais temporaire, comme si ça allait disparaître dès que l'effet lasserait. Sauf que ça n'a pas disparu, ça s'est répandu, et c'est là que la politique du cool entre en jeu. La résistance n'a pas diminué parce que les critiques ont changé d'avis, elle a diminué quand Snoop Dogg s'en est emparé. D'un coup, ça ne détruisait plus la musique, c'était intéressant, le son n'avait pas changé. L'approbation sociale, oui, c'était la première leçon de T-Pain sur le fonctionnement réel de l'industrie. Ce n'est pas seulement une question d'innovation, c'est une question de validation. Et une fois validé, tout a explosé, l'autotune était partout. Des nouveaux artistes l'adoptaient, des artistes établis expérimentaient. Le son qui était moqué devenait la norme. Des années plus tard, T-Pain a raconté quelque chose de presque ironique. Il avait fait un refrain repris plus tard par Erykah Banks vers 2019 ou 2020. Ça n'avait pas marqué la culture. Puis exactement le même refrain, même instru, même structure, est revenu avec une autre artiste, Glorilla. Et là, ça a explosé, même ADN, lumière différente. Voilà l'industrie en une phrase. Pendant ce temps, au milieu des années 2000, T-Pain enchaînait les succès à un niveau historique. Son téléphone ne sonnait pas, il brûlait. DJ Khaled appelait tard dans la nuit, envoyait des prods, exigeait des retours immédiats. Renvoie ça ce soir. Ça sort demain. Le rythme était infernal. Il a travaillé avec Akon, qui était aussi son patron de label, Chris Brown, Jamie Foxx, Florida, Lil Wayne, The Lonely Island et bien d'autres. Il ne se contentait pas de participer à des hits, il les fabriquait. Mais ce que les fans ne savaient pas à l'époque, c'est que beaucoup de ses collaborations, il ne les facturait pas. Entre 2008 et 2010 surtout, il donnait ses couplets et refrains gratuitement. Il croyait aux échanges équitables. Tu viens sur mon morceau, je viens sur le
le tien. Il pensait que la loyauté reviendrait. Ce n'est pas arrivé. C'est là que la leçon s'est imposée. Tout le monde est ton frère tant qu'il peut t'utiliser. Quand tu es le son du moment, tu es de la famille. Quand le moment passe, tu deviens optionnel. Mais en 2007, rien de tout ça n'avait d'importance. Parce que 2007 était intouchable. 3 véritables numéros 1, dont un disque de diamant, 10 millions de ventes avec Florida. Un tel élan change ta manière de penser. Pourquoi vérifier tes finances? Pourquoi ralentir? Pourquoi imaginer que ça puisse s'arrêter? C'est comme ça que tu achètes une chaîne à 400 000 $ sans hésiter. C'est comme ça que tu achètes une Bugatti à 1 200 000 $. C'est comme ça que tu finis par l'abîmer et la revendre discrètement quelques mois plus tard. Econ a reconnu plus tard qu'ils avaient de vraies discussions sur les dépenses, que parfois cela devenait compétitif, comme si chaque achat devait surpasser le précédent. La célébrité ne gonfle pas seulement ta visibilité, elle gonfle ton ego. À cette époque, l'un de ses plus grands hits a failli ne jamais exister. Buy You a Drunk. Il ne voulait pas le faire. Le snap était à la mode et son A&R insistait pour qu'il en ait un sur l'album. Il a résisté puis a fini par céder à sa manière. C'est devenu le dernier morceau ajouté au projet, celui qui a convaincu le label qu'il était prêt. La chanson qu'il ne voulait même pas faire est devenue l'un des titres les plus marquants de son sommet. Mais derrière les disques de platine, quelque chose de plus silencieux se produisait. Il était constamment sur la route. 2 mois d'affilée, ses enfants le voyaient à la télévision et appelaient en cette version l'autre papa. Quand il rentrait, il ne réagissait pas comme s'il était parti, parce que pour eux, il ne l'était pas. La célébrité crée un double de toi, et lentement, ce double remplace la personne réelle. À la fin de 2008, il était partout, et c'est précisément à ce moment que l'industrie a commencé à se refermer, et ça n'a pas commencé avec des titres dans la presse, ça a commencé dans des pièces, des studios, des changements d'énergie subtils, et un album allait tout pousser au bord du gouffre. 808S et Heartbreak de Kanye West. Publiquement, T-Pain l'a soutenu, il a même dit qu'il validait la direction, que Kanye avait sa vision, qu'il était là pour éviter que ça ne dérive trop vers un son adulte contemporain. Mais en coulisses, tout n'était pas fluide. T-Pain a raconté plus tard que Kanye se moquait parfois de ses idées, allant jusqu'à transformer ça en chant collectif en studio. Ce n'était pas un manque de respect frontal, c'était quelque chose de plus inconfortable. Collaboration publique, ego privé. Puis est arrivé 2009. Summer Jam, la même scène où Jay-Z avait lancé Takeover, mais cette fois, la cible n'était pas un rappeur, c'était un son, D.O.A. Death of Autotune. Jay-Z ne s'est pas contenté de critiquer, il a déclaré sa fin et il a cité T-Pain. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que T-Pain prévoyait déjà de se retirer, il savait qu'il était surexposé, qu'il était sur trop de morceaux, une pause était prévue. Mais le timing, le morceau est sorti environ 2 mois avant sa disparition programmée, donc culturellement, on a cru que Jay-Z l'avait terminé, narratif scellé, et la réaction négative n'était plus discrète, elle était officielle, mais ce qui l'a vraiment brisé, ce n'est pas arrivé sur scène, c'est arrivé à 10 000 mètres d'altitude, dans un avion. T-Pain voit Usher, il y a du respect mutuel. Ils évoluent dans les mêmes cercles, il demande à une hôtesse de les rapprocher pour discuter. Petite conversation, énergie normale, puis Usher dit « Tu as un peu gâché la musique ». Pas en criant, pas en plaisantant, pas pour une caméra, juste calmement. T-Pain a admis plus tard quelque chose que peu d'artistes oseraient dire. Ce moment a déclenché une dépression de 4 ans, parce que quand des inconnus te critiquent, c'est du bruit, mais quand quelqu'un que tu respectes te le dit en face, ça touche ton identité. Et ce qui rend ça encore plus dur, c'est qu'il subissait déjà les critiques publiques après Death of Autotune. Même s'il avait prévu de disparaître, le timing donnait l'impression qu'il avait été rendu obsolète. Le récit s'est superposé. Jay-Z avait tué le son. Usher disait qu'il avait gâché la musique. Les critiques parlaient de gadgets et les chars ont suivi. Revolver sort en 2011. Il atteint la 28e place. Après plusieurs top 10, ça fait du bruit. Puis Oblivion, 155e place. Ce
Ce n'est pas un rejet, c'est un glissement culturel. Mais l'industrie ne se contente pas de s'éloigner en silence. Parfois, elle t'humilie. Il raconte un moment révélateur. Il est en studio avec Travis Scott et son équipe. Il explique la production, comment il construit ses morceaux, pourquoi il superpose certains éléments. Il se retourne, la pièce d'or, pas au sens figuré, littéralement. C'est là que tu comprends que ce n'est plus une question de hit, c'est une question de pertinence. Et pendant que la culture se refroidissait, ses habitudes financières ne s'ajustaient pas immédiatement. La chaîne à 400 000 $, il a regretté. La Bugatti, abîmée, revendue. Akon a confirmé qu'il y avait une pression implicite de surenchère. Au sommet, ça ressemble à de la confiance. En descente, ça ressemble à de l'inconscience. C'est comme ça que les artistes glissent vers l'instabilité financière sans s'en rendre compte. Mais ce qui est intéressant, c'est que T-Pain n'a jamais accusé les fans. Il a accusé l'illusion. Il a reconnu qu'au sommet, il pensait que l'argent ne s'arrêterait jamais. Pourquoi le ferait-il ? Personne autour de lui ne se comportait comme si c'était possible. Dans sa tête, personne ne manque d'argent. Cet état d'esprit coûte cher, puis arrive 2019, la tournée One Up DLC annulée, faible vente, là où la plupart des artistes protègent leur image, santé, famille, pause, lui refuse. Il dit simplement « on s'est planté ». Il explique que la plupart des tournées annulées le sont à cause des ventes de billets, pas pour des raisons mystérieuses. Et les gens respectent, parce que dans une industrie construite sur l'illusion, la transparence marque. C'est là qu'il change de rôle. Il arrête de courir après la lumière, il commence à expliquer comment tout fonctionne. Twitch devient un tournant, il admet gagner plus d'argent en jouant aux jeux vidéo qu'il n'en a gagné avec la musique pendant les 4 années précédentes. Et la perception change, puis il démonte les mythes. Les contrats esclavagistes, il explique que les labels donnent des avances, parfois 10 millions, et que les artistes signent volontairement. Si le projet échoue, la dette reste. Les albums surprises, ce n'est jamais spontané, tout est préparé pendant des mois. Même les pubs YouTube que l'on peut passer après 5 secondes comptent comme des streams, ça choque. Puis il critique la répétition dans le rap moderne. Pas besoin de clones quand les originaux existent déjà. Puis il évoque Drake. Drake voulait partir avec élégance. T-Pain suggère qu'il ne suit pas ses propres conseils. Certains voient de la lucidité, d'autres de l'amertume. Puis il parle de loyauté. Personne n'est ton frère, tout le monde est ton frère tant qu'il peut t'utiliser. Il cite DJ Khaled, pas comme un clash, comme un constat. Puis vient la décision stratégique. Il vend son catalogue à Harborview Equity. Pourquoi ? Il lui montre ses revenus annuels, puis lui propose l'équivalent de 100 ans de revenus en une seule fois. Il fait le calcul, il accepte. Quand il en parle à sa femme, elle répond simplement « Pourquoi tu hésites ?» Pour quelqu'un qui pensait que ça ne s'arrêterait jamais, ce n'est plus de l'ego, c'est de la stratégie. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas quand ils réduisent son histoire à le mec de l'autotune qui a chuté. Il n'a pas détruit la musique ne l'a pas détruit. Il a vécu le cycle complet. Innovation, rejet, saturation, humiliation, transparence, repositionnement. Et aujourd'hui, le son qu'on disait mort est devenu standard. L'outil moqué est partout. Et l'homme à qui on a dit qu'il avait gâché la musique est toujours là, plus riche, plus stratégique et surtout lucide sur ce qu'est réellement l'industrie. Ce n'est pas une histoire de chute, c'est une histoire de survie.